Un conseil que je peux donner, c'est se diversifier absolument. Ne pas travailler un seul secteur d'activité que pourtant tu connais bien, dans lequel tu es reconnu, en tout cas tu as un petit réseau, tout va bien. Le jour où il y a un pépin là-dessus et que tu t'es pas confronté à un peu de difficulté, c'est plus risqué. Je trouve que c'est rare de rencontrer des architectes d'intérieur ou architectes qui sont entrepreneurs. Souvent, c'est des artistes, mais moins des entrepreneurs. Ce qui est dommage parce qu'en fait, une agence d'architecture d'intérieur ou d'architecture, ça reste une entreprise. C'est une entreprise. Avant que l'épisode ne commence, j'ai quelques questions à te poser. Aujourd'hui, combien de temps est-ce que tu perds à chercher des mails, des documents perdus par tes clients? Combien de soirées et de week-ends ont été interrompus par des messages urgents? Et combien d'allers-retours tu fais avec tes clients pour dire exactement la même chose? Et finalement, ce temps, c'est du temps que tu n'accordes pas pour le reste. Les devis, les contrats à faire signer, les comptes rendus à envoyer, les 150 allers-retours avec les clients. En plus, c'est toujours urgent avec des clients qui, eux, sont connectés le soir ou le week-end, quand toi, tu profites avec tes proches. C'est vraiment difficile de tout suivre sans s'épuiser. Et c'est pas là qu'est ta valeur ajoutée. Toi, tu es architecte ou architecte d'intérieur. Ton métier, c'est d'innover, de rénover, et c'est totalement possible d'être 100% focalisé dessus. Pour ça, tu as juste besoin de mettre en place un système qui est très simple. Imagine, dès le début de tes projets, tous tes documents organisés et centralisés dans un même espace selon tes besoins et les besoins de ton client. Plus de perte de temps à fouiller dans tes mails et jongler avec 1000 plateformes. Tu as une seule plateforme, tout accessible en un clic, avec même un lien direct vers tes messages pour éviter les interruptions inutiles au quotidien. C'est ce qu'a créé SAS Assistant, un outil pensé par des architectes et architectes d'intérieur qui eux-mêmes rencontraient ce problème. Pensez pour tous les architectes et architectes d'intérieur, que tu aies une grande agence ou une plus petite. Et ils ont même inclus dans l'outil la signature électronique pour plus d'efficacité, un suivi ultra précis des devis et des dépenses pour maîtriser ton budget, et des accès spécifiques pour travailler en équipe et avec tes artisans. C'est vraiment un outil qui est pensé pour les spécificités de notre métier, mais aussi pour notre maître d'ouvrage qui aura accès à son propre compte client. Parce qu'on le sait, un client qui est heureux et satisfait, c'est un client qui reviendra, mais surtout qui parlera de toi. Alors si aujourd'hui tu n'en peux plus de ces tâches administratives, de ces 150 allers-retours, et que tu as envie d'avoir une solution qui est vraiment pensée pour toi, alors clique dans le lien juste en dessous de la vidéo, je t'ai négocié 2 mois d'essai gratuit, et attention, c'est disponible jusqu'au 28 février 2025, alors traîne pas. Et maintenant, je te laisse profiter de ton nouvel épisode. En tout cas, bienvenue. Merci David Olivier d'être venu aujourd'hui dans Secret d'Archi. Merci Julie. C'est un plaisir de te recevoir. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Parce que tu as un parcours entre guillemets atypique dans le sens où tu y reviendras, mais en général, j'ai face à moi des architectes qu'on fait archi d'intérieur. Toi, tu as fait l'inverse. Oui, j'ai fait l'inverse. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours et pourquoi t'être dirigé vers ce métier? Alors, j'ai effectivement démarré mes études par des études d'architecture intérieure. J'ai fait 5 ans d'études à l'École supérieure d'architecture intérieure de Lyon, qui s'appelait à l'époque l'école Jean Cottin, avant de s'appeler les AIL. Et puis, je suis tellement tombé amoureux de ma formation, de l'univers dans lequel je baignais, l'échelle des projets. J'avais pas envie que l'échelle d'un projet soit une limite, finalement. Ce qui fait que très tôt, pendant mes études d'architecture intérieure, j'alternais des expériences professionnelles dans des cabinets d'architecture intérieure pour finalement mettre en application et puis voir de manière assez concrète les études. Et puis, je m'intéressais quand même à des agences d'architecture dans lesquelles j'allais quand même taper à la porte pour faire aussi des stages. Et j'ai trouvé que, non pas que l'un n'allait pas sans l'autre, mais qu'il y avait une forme de continuité que je trouvais très intéressante. Donc j'ai décidé, à l'issue de mes études d'architecture intérieure, j'ai travaillé une année et j'ai déposé un dossier de validation des acquis et des expériences auprès de l'école d'architecture de Versailles, où je suis rentré en master. Donc j'ai fait les 2 ans de master à l'école d'archi et l'année de HMO, HMO-NP, pour être habilité à la maîtrise d'œuvre. Voilà, je crois qu'il y avait aussi en moi un désir un peu d'indépendance aussi. C'est que à l'époque, j'entendais aussi dire pendant mes études que finalement, on avait besoin d'un architecte pour signer des plans, pour
au tout début, en tout cas, de mes études d'architecture intérieure, tout ça était un peu flou. Et comme je suis quelqu'un qui est de nature assez indépendante, je pense qu'inconsciemment, j'avais déjà coché la petite case qui consistait à pouvoir faire un maximum de choses seul. Par contre, ce qui est certain, c'est que j'ai jamais été attiré par la très grande échelle. Quand tu fais des études d'architecture, on pousse un peu la recherche jusqu'à des projets d'urbanisme. C'est vraiment pas ça c'est vraiment pas la partie des études qui m'a plu ou qui me parle. Mais c'est bien l'échelle d'un bâtiment quand je dois réfléchir à des projets d'architecture. Et puis l'échelle d'un individu ou d'un petit groupe d'individus pour l'architecture intérieure. D'accord. Et parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais du coup, en fait, tu as fait tes 5 ans d'archi d'intérieur et en fait, tu as travaillé une année et Oui. ça t'a suffi pour faire la validation des acquis et des Oui, mais expériences? comme je te l'expliquais, c'est une vraie force de l'école supérieure d'architecture intérieure de Lyon, c'est qu'on avait des stages obligatoires tous les ans. Il y avait minimum 1 mois de stage tous les étés qui devait être fait. 1 mois, donc en fait c'est quand même beaucoup, et surtout que j'ai l'impression que c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Peu d'écoles imposent en fait autant de stages. Donc si tu veux, on avait quasiment une forme d'alternance dans le rapport aux études et au monde professionnel. Donc je faisais évidemment, passionné comme j'étais, pas que 1 mois de stage, mais tout l'été, je travaillais de toute façon tout l'été. Après, à partir de la 3e année, dans des agences d'architecture, l'été. Et tout au long de l'année, à partir de la 4e et 5e année d'architecture intérieure, je travaillais aussi la semaine dans un cabinet d'architecture intérieure. Donc, ce qui fait que, sorti des études, j'avais cumulé 6-8 mois de stage dans des agences d'architecture. J'ai eu la chance de passer dans des belles agences d'architecture. Je pense qu'il a aussi servi mon diplôme et nourri ma curiosité. Et aussi donc d'avoir travaillé pendant 2 ans à raison de 2 jours par semaine dans un cabinet d'architecture intérieure à Lyon, le cabinet Hervé Moreau, qui est un très beau cabinet d'architecture intérieure, où j'ai aussi appris beaucoup de choses. Donc j'ai travaillé 1 an avant de vouloir prendre la suite dans une école d'archi. Mais j'avais quand même cumulé pas mal d'expériences par mon goût pour le métier, puis par l'envie de faire, quoi. D'accord. Parce que la VAE, en fait, c'est quoi? Tu passes un examen, tu C'est donnes un un dossier. dossier Tu remplis un dossier, en tout cas à l'époque. Je dis à l'époque, c'était 2009, mais en fait, le temps passe, donc on doit pouvoir commencer à dire à l'époque. Oui, c'était un dossier de candidature, finalement, dans lequel tu soutenais un peu ta motivation, et puis tu constituais un book avec, évidemment, moi j'avais mis le travail de diplôme d'architecture intérieure, mes rapports de stage, des lettres de recommandation. J'avais nourri un dossier pour essayer de me montrer le plus motivé possible, quoi. D'accord. Mais il n'y a pas de... Et ça, c'est un peu le drame, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais de ces 2 univers, de l'architecture et de l'architecture intérieure, du monde des écoles d'architecture et du monde des arts décoratifs que sont les écoles, ou en tout cas l'enseignement de la décoration, de l'architecture intérieure, qui se font un peu dos, bêtement, je trouve, alors que tout ça est très complémentaire, tout ça appelle les mêmes compétences, vraiment les mêmes compétences, mais pas les mêmes règles métiers et pas la même échelle de réflexion, mais encore une fois, vraiment les mêmes compétences intellectuelles. Moi, j'avais très envie de me confronter à ces 2 environnements, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que historiquement, l'architecte, il faisait vraiment purement l'extérieur et vous touchiez jamais à l'intérieur. Là, c'est devenu, enfin, c'est assez récent, des architectes de formation qui, par la force des choses, ont fini par faire de l'intérieur. Mais c'est vrai que c'était très scindé historiquement. Alors, historiquement, finalement, ça dépend ce qu'on appelle par historiquement, mais pendant des siècles, j'ai envie de dire, les architectes dessinaient tout. Quand tu regardes même la modernité, le mouvement du Bauhaus,
les architectes dessinaient vraiment, évidemment, la maison, mais c'est aussi vrai. l'objet de design à Ouais. l'intérieur de la maison. Beaucoup de C'était mobilier, très... ouais. C'est plutôt la place de l'architecte d'intérieur décorateur qui est vraiment... qui a émergé et qui est un très beau métier et qui est une vraie... un vrai... Comment dire une vraie approche, je pense, dans le monde dans lequel on évolue, dans le monde de la maîtrise d'œuvre, qui a un vrai regard et qui rend les choses plus belles. Et les architectes se sont du coup repliés, sont sortis au moment un peu du divorce avec le monde des beaux-arts, parce qu'avant, les écoles d'architecture étaient enseignées dans les écoles de Oui, beaux-arts. c'est vrai. On a un peu organisé les choses comme ça. Mais encore une fois, et puis c'est peut-être ma personnalité qui dit ça, il ne faut pas s'empêcher d'interroger ce qu'on a envie d'interroger. C'est pas parce que les choses doivent se passer comme ça qu'il faut qu'elles se passent comme ça. Si les choses t'intéressent et si tu as envie de faire les choses autrement. Mais c'est assez drôle de s'être confronté et dans les agences et dans le monde de l'enseignement à cette espèce de barrière entre les deux univers. Et d'ailleurs, c'était assez drôle d'entendre dans l'école d'architecture intérieure ce que devaient être les études d'architecture une fois que j'y étais, pour me confronter à ce qui avait été fantasmé. Ils font que des maths, ils gèrent que des problèmes de structure, tu vois, enfin des choses, voilà. Ouais, c'est les idées préconçues qu'on Oui, a des architectes. exactement. Clairement. Alors qu'en fait, oui, il y a un peu de maths en licence. Du coup, j'ai pas fait moi cette licence. Il y a forcément un peu de résistance des matériaux, voilà, un peu même beaucoup. Il y a des cours de ça. Mais aujourd'hui, la manière dont on apprend, dont on enseigne l'architecture en France, on forme pas des ingénieurs. Je te le disais tout à l'heure, il y a que 2 écoles en France qui proposent ce double diplôme, enfin de mémoire. Je veux pas me tromper, mais je crois que c'est vraiment que Lyon et Strasbourg qui t'offrent la possibilité d'avoir ce double diplôme. Et à l'inverse, quand je suis arrivé à l'école d'architecture, j'entendais les architectes d'intérieur, avec toujours cette espèce de condescendance un peu. Il n'est pas vraiment archi, ou alors il fait de la déco, Et moi, je me régalais Parce que c'était dans les deux, quoi. Oui, je me régalais à être le contradicteur. Mais c'est très humain, en fait, de penser que tu te fais une idée sur un profil, une personnalité, mais même un visage, un comportement. Et donc, si c'est nourri comme ça par tout un courant de pensée, on rentre dans les écoles. Et puis, d'ailleurs, j'ai participé à un workshop en étant à l'école d'archi de Versailles avec des boulistes, avec l'école Boulle. Ah, ok. C'était assez chouette. Et c'était un vrai bonheur, en fait, de les voir s'appréhender un peu entre eux. Il y avait des espèces d'équipes avec des architectes d'intérieur et des archis. Donc, on était à peu près tous en 4e année, je crois. Et en fait, ça a fait des projets super. Oui, parce que tu as un côté créatif. Hyper créatif, très créatif. Et puis très complet, du coup, hyper complet. On réhabilitait un bâtiment de logement à trappe, un truc assez dur, un peu... Et en fait, tout le volet archi et architecture intérieure se complétait vachement. C'était super intéressant. C'est ça que c'est marrant, ce truc. Est-ce que souvent les architectes méprisent avec de gros guillemets les architectes d'intérieur parce qu'ils disent oui, ils ont le titre d'architecte, mais ils ne sont pas architectes. Et donc, tu as ça. Et à côté de ça, tu as les architectes d'intérieur qui ont le même comportement avec les décorateurs d'intérieur. Exactement. Et en fait, il y a toujours quelqu'un en dessous que tu méprises. Et c'est terrible dans ce monde-là parce qu'en fait, ça marche comme ça, alors que finalement, moi, je trouve que c'est des métiers qui sont hyper complémentaires. Complètement. Donc, Et puis, c'est des métiers qui se travaillent en équipe. Ça a toujours été vrai, mais c'est d'autant plus vrai pour plein de raisons. C'est vraiment des métiers qui se travaillent et qui se réussissent en équipe. Je veux dire, avec un esprit d'équipe, que ça soit une équipe vraiment au sein d'une agence, que ça soit des collaborations entre architectes, architectes d'intérieur, des bureaux d'études, même faire équipe avec un maître d'ouvrage, avec un client. C'est vraiment des métiers d'équipe. Personne et dicte de son doigt de maître ce qui doit être fait tout seul. C'est vraiment pas vrai. C'est très rare de pouvoir être le seul à décider de tout sur tous les sujets. Ouais. Mais même après, il y a une autre forme d'équipe
qui va être le chantier, où tu fais aussi équipe avec les entreprises et où tu vas apprendre des choses. Donc, moi, j'adore me confronter à tout ça et des fois être là où on ne m'attend pas, ou penser qu'on va parler à un architecte et puis que je me mette dans la peau de l'architecte d'intérieur, expressément pour ouvrir un peu en fait les possibilités, ouvrir le débat, ouvrir les idées, et inversement aussi détricoter la pensée sur l'architecte qui devrait être ceci ou cela. C'est assez drôle. Et d'ailleurs, je le fais au sein de mon agence parce que j'ai autant d'architectes que d'architectes d'intérieur qui m'accompagnent aujourd'hui à l'agence. Et j'adore demander à un architecte de traiter un sujet d'architecture intérieure et demander à un architecte d'intérieur de traiter un sujet d'architecture. Ah ouais. J'adore faire ça parce que du coup, c'est vraiment c'est le chemin de l'humilité, quoi. C'est-à-dire, du coup, a priori, c'est des choses que tu sais pas faire. Ou en tout cas dans lesquelles tu vas pas être a priori à l'aise. Donc c'est pas par sadisme, c'est pas pour mettre à mal, parce que je pense que je suis assez proche de mon équipe et je fais ça avec un œil un peu coquin mais bienveillant, pour voir aussi comment ils vont se sortir d'une situation, où est-ce qu'ils vont aller chercher l'information, est-ce qu'un architecte va oser dire à un collègue architecte d'intérieur, en fait, comment on fait ? Il faudrait que tu m'expliques, parce que moi, dessiner un meuble avec un détail de 6 mètres, je sais pas faire. Où on a un architecte à l'agence qui dit tout le temps, mais moi j'ai pas de goût, donc je sais pas, dès que je dois faire il s'est mis dans une case. Ouais, il part du principe que puisqu'il est architecte, il va pas savoir choisir une belle peinture dans une chambre. Et moi j'adore mettre en place les conditions pour que, mais ils se rendent compte que si, et qu'un architecte d'intérieur qui est habité par l'envie de bien faire, par le souci justement du détail, parce que les architectes d'intérieur quand même, il y a une envie du détail, de la petite échelle, de soigner les choses, leur montrer qu'en fait, ils peuvent garder ce regard sur un détail constructif pour faire un pied de mur élégant, pour choisir un matériau de toiture qui va avoir une belle matérialité, que finalement, on se parle toujours d'un tableau, quelle que soit l'échelle, on veut juste faire un joli tableau. Et après, les règles métiers, elles s'apprennent. On est là, puis les gens les plus expérimentés de l'agence sont aussi là pour aider un junior qui se confronterait à un domaine qu'il ne connaît pas. Mais donc, soit tu es un peu décontenancé et c'est pas fait pour toi et tu pars en courant, soit tu as envie de relever un peu de challenge et ça t'intéresse. Et après, tu es fier parce que tu te dis, en fait, moi je suis archi, je pensais pas pouvoir dessiner un dressing. Je caricature affreusement, mais c'est quand même un peu l'idée. Et à l'inverse aussi, moi je suis architecte d'intérieur. J'ai dessiné une extension. Ils ont réussi, les équipes pour qui tu donnes cet exercice, elles arrivent du coup à dessiner les extensions. Oui, parce qu'elles sont entourées. Ouais. Parce que justement, déjà on laisse toujours, ça c'est un préalable permanent dans ma façon de fonctionner, c'est déjà libre cours à l'imagination. Déjà, et c'est bien pour ça que j'adore demander l'avis d'un architecte d'intérieur sur des sujets d'architecture. Et inversement, c'est qu'en fait, il n'y a pas de méthodologie ancrée dans la façon de faire des choses. Demander à un architecte d'intérieur de penser la construction d'une maison ou la surélévation d'un petit bâtiment, c'est hyper intéressant. Ouais. Et après, évidemment, parce qu'on a quand même une agence sérieuse et qu'il faut que ce qu'on dessine et ce qu'on a l'intention de construire, tout se passe bien. L'architecte est là, mais... Ouais, et puis l'expérience commune, quoi. Il y a aussi un conducteur de travaux, une conductrice de travaux à l'agence. Ah oui, d'accord. Ouais. On a eu un ingénieur en travaux de la construction. Donc, ça veut dire que si tu veux, mais ce moment de créativité, j'ai l'habitude de dire que c'est 3% de notre temps. Donc c'est 3% extrêmement précieux. Donc il faut y aller, il faut d'abord avoir des idées et comme ça, entrecroiser un peu les formations, c'est porteur de beaucoup de créativité, quoi. Ouais, c'est intéressant comme approche. Et justement, toi, du coup, tu as fait après tes études d'architecte. Et comment ça se passe ? Tu as lancé l'agence pendant ou non ? Tu as lancé l'agence après ? Non, j'ai lancé l'agence après. Là, pour le coup, alors j'ai eu l'opportunité d'avoir des projets, des premiers petits projets, notamment une annonce
à l'école d'architecture de Versailles, d'un type qui avait mis une petite annonce dans les couloirs Ok. de l'école pour un projet de toiture, de surélévation d'une toiture. Il recherchait un architecte pour l'aider à déposer un dossier administratif. Moi, je l'appelle tout de suite. Et il me dit, mais vous êtes le seul à avoir appelé. Et je n'en revenais pas parce que je me disais, mais en fait, je suis le seul à avoir envie de faire mon métier. Et encore une fois, il n'y a pas de petit projet. Moi, je me disais, mais c'est génial, on va exercer. Ouais. Là où d'autres se disent, c'est pas assez intéressant. D'accord. Donc, voilà, pour te dire, j'ai eu comme ça des premières missions, mais je me suis, indépendamment de tous les premiers mois de stage et de formation professionnelle que j'ai eus, je suis resté quand même dans une agence pendant plus de 5 ans, Ok. où je me suis confronté quand même à des projets d'architecture de construction pure, où j'ai sorti de terre dans cette agence plus de 150 logements à Strasbourg sur 3 opérations. Donc c'était aussi me confronter à un univers, encore une fois, à des méthodes métiers Ouais. qui étaient très intéressantes. Et encore une fois, de pouvoir après appliquer ce savoir-faire, même pour rénover un salon, pour le dire vite. Et à l'inverse, mener des projets d'architecture intérieure avec des projets d'architecture, avec tout ce que j'avais vu, entendu et appris dans un cabinet d'architecture intérieure qui faisait vraiment des choses très exclusives et assez luxueuses. Il y a toujours eu des ponts très intéressants à mener. Voilà, et puis petit à petit, je suis sorti de cette agence en passant par du mi-temps, puis un tiers-temps, puis parce que les choses étaient assez entendues sur le fait que mes affaires prenaient de plus en plus de place. Donc, et puis c'est comme ça qu'en fait, un beau jour, à la fois tout ça est un peu plus possible parce que j'ai, pendant, je pense, une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, je travaillais les soirs et les week-ends et puis je prenais le dimanche, quoi, globalement. Les vacances d'été, les vacances, je trouvais l'occasion de faire des concours. Vraiment, je travaillais tout le temps. Tu as construit ton réseau aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Là, c'est vraiment dire qu'on est architecte, dire qu'on est architecte d'intérieur, tendre une carte, parler de son travail. Il y avait une responsable d'agence chez Édouard François, chez qui du coup je suis resté une petite année, qui m'avait dit, mais dites que vous êtes architecte, dites que vous êtes architecte d'intérieur, et puis ne restez pas qu'entre architecte, ne restez pas qu'entre architecte d'intérieur, c'est pas un architecte qui va te donner du boulot. Ouais. Je m'étais dit, mais elle a évidemment raison. Alors que nos formations, notre univers est pour le coup assez corporatiste, assez parce que comme c'est des métiers, je veux dire un peu comme les médecins, un peu comme c'est des métiers, donc on a tendance L'entre-soi, quoi. un peu. Déjà à l'issue de l'école, on fait beaucoup de workshops, beaucoup de collabs. Il y a des gens qui préparent des dossiers à deux, des diplômes à deux. Il y a on travaille un peu ensemble. Alors, je te le disais tout à l'heure, il y a ce besoin de travail d'équipe. Mais il est bien évident que ce qui va t'apporter du travail, c'est quelqu'un qui n'est pas architecte ou architecte d'intérieur. Et il m'est déjà arrivé de constater effectivement que pas mal de plus jeunes en sortant d'études ou pensant se mettre à son compte ou passent en fait beaucoup de temps entre, pas tout à fait encore confrères, mais disons entre confrères. Mais le porteur de projet, c'est monsieur et madame tout le monde et tu le sais peut-être pas. Ce qui est important, c'est que monsieur et madame tout le monde sachent que tu es architecte et architecte d'intérieur. Donc il faut le dire en fait. Et voilà, et donc après il faut évidemment, pour le dire, il faut rencontrer des gens, sortir, faut aller à la rencontre aussi un peu de son réseau, parce que moi je suis arrivé à Paris, j'ai fait des stages en 2007 et 2008, mais je suis vraiment arrivé à Paris en 2009 finalement quand j'ai fait Versailles. Je connaissais personne.
j'ai bien grandi, j'ai été dans une famille, je veux dire, je manquais rien, mais je manquais de rien, mais je suis pas arrivé à Paris avec des relations. Ouais. Donc, j'ai pas eu un premier projet d'appartement immense ou de rénovation d'une résidence secondaire de tel ou tel copain de mes parents, ce qui est très cool d'ailleurs, hein, je veux dire, parce que c'est super, c'est une super rampe de lancement, mais Et tout le monde ne l'a pas, quoi. tout le monde ne l'a pas. C'est clair. Et moi, je l'avais pas. Mm. Donc, et d'ailleurs, quand on a commencé à avoir un peu deux, trois sujets qui se sont bien passés, dont on a un peu parlé, deux, trois restos dans Paris, des choses qui commençaient à devenir un peu sympas, deux, trois fois, on m'a posé des questions un peu qui sous-entendaient que finalement, je devais avoir du réseau. Et non. Ah oui. Donc non. Et aujourd'hui, tu vois, on a des clients australiens qui nous font confiance pour refaire pour créer un hôtel dans un château magnifique en Dordogne, avec la construction d'une extension magnifique. Ben voilà. Moi, je suis hyper fier de tout ce qu'on fait à l'agence, parce que finalement, on construit cette histoire et elle n'est pas tombée du ciel. Même si, encore une fois plus, si on a du réseau, c'est pas pour ça que ça tombe du ciel. Encore faut-il le faire si on a la chance d'avoir une commande prestigieuse liée à un réseau familial. Encore faut-il que ça réussisse et être doué. Et donc, ça n'enlève rien à la réussite de quelqu'un qui a eu... Mais ça, c'est vrai que ça fait partie des choses dont je suis le plus fier. C'est que on doit bien faire notre travail puisque on nous donne du travail, quoi. Et comment tu l'as construit, du coup, ce réseau? Parce que tu es arrivé à Paris, tu connaissais personne. Après, et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on y reviendra d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un pan de ton métier qui est hyper intéressant, c'est que tu es très B2B, notamment la restauration. Donc, on y reviendra. Mais du coup, pour arriver jusqu'à ces clients-là, qui ne sont pas faciles à avoir en plus, je trouve qu'avoir des clients professionnels, ce n'est pas les plus faciles à attraper, parce qu'ils sont très exigeants. Ouais. Enfin... Voilà, il y a une approche, tu nous en diras plus, mais je pense qu'il y a une certaine approche professionnelle à avoir avec eux. Ouais. Mais du coup, pour les avoir, comment tu as fait? Alors, ça va paraître assez... Enfin, je pense que ça va donner une belle transition pour les sujets d'après. C'est que, en fait, j'ai toujours aimé les bars et les restaurants. Ok. Je veux dire, vraiment, c'est vraiment un univers. Quand j'étais gamin, tu vois, comme quoi j'ai toujours été un peu... Quand j'étais gamin au lycée, je faisais la plonge... dans un bar-restaurant à côté de mon lycée. Et puis un jour, j'ai pu passer serveur. Et puis après, un jour, j'étais derrière le bar. Et puis, mais je veux dire, j'adorais ça. J'adorais cette ambiance. Et puis toute cette fonctionnalité, ces flux, celui qui sert, celui qui est servi, la lumière, les espaces de purement techniques en cuisine, assez rudes, qui doivent résister. Et puis cette fatigue comme ça, au milieu de la nuit, où on compte la caisse et où il y a une satisfaction de toute l'énergie qui a été déployée pour qu'une soirée se passe bien. J'adorais cette ambiance. J'ai vraiment... et c'est ce qui m'a très tôt attaché l'amour du décor, parce que les restaurants, les bars, il y a toujours une ambiance. Soit elle est de plus en plus créée aujourd'hui, mais il y a finalement 20-25 ans... il y avait des trucs qui étaient quand même encore un peu étranges, quoi. Il y avait des ambiances un peu bizarres, mais j'aimais bien parce qu'il y avait une vraie ambiance. Et donc, ce qui fait que, sans avoir un rapport toxique à tout ça, j'ai toujours aimé aller dans les bars et les restaurants. J'ai toujours aimé, dès que je gagnais un petit peu d'argent, j'adorais aller me payer un restaurant. J'adore vraiment ça, parce que je trouve que c'est des lieux où on est servi. Et puis, il y a des gens à regarder, il y a des matières, il y a des couleurs, j'adore ça. Donc, ce qui fait qu'à Paris, j'avais une cantine où j'allais régulièrement en travaillant. Le cofondateur du groupe Tripleta était le patron là-bas. Et donc, il me servait le midi. Et puis un jour, je lui dis, tu sais, je suis archi, si tu as un truc, tu vois, fort un peu déjà de ce qu'on m'avais dit, de ce que j'avais entendu. Sortir. Et puis on se parlait, quoi. On était, tu vois, c'est ça aussi. Je pose des questions, ça va, tu vois, il faut aussi s'intéresser un peu aux autres. C'est comme ça aussi c'est parce qu'on pose des questions, parce qu'on s'intéresse, parce que, pas forcément parce que tu te dis, il y a peut-être du business à faire, mais vraiment, en fait, s'intéresser à des problématiques métiers, s'intéresser à des parcours de vie.
Et il m'a dit, écoute, en fait, c'est drôle que tu me parles de ça parce qu'on est en train d'acheter une affaire, on va développer un truc, on n'a pas trop de ronds, est-ce que tu voudrais? Évidemment, c'était toujours la même logique de cette annonce pour une petite toiture. Le sujet, c'était même pas qu'il n'y ait pas trop de ronds, c'était de faire un truc. Tu vois. Donc, et ça a été un vrai succès. C'était les triplettes sur le boulevard de Belleville, qui a vraiment très très bien fonctionné il y a une dizaine d'années, qui avait ouvert en 2013. Et puis après, fort de leur succès, ils ont pu développer d'autres affaires. Et on a été associé à ce premier petit succès dans ce quartier qui était en pleine gentrification du quartier de Belleville. Et cette espèce de il se passait un truc au bon moment. Et donc après, d'autres personnes se sont intéressées à ce qu'on avait fait là. Et c'est comme ça qu'on a mis le pied dans le monde de la restauration. Et aujourd'hui, on a livré plus de 50 projets de restaurants. Tu vois, 12 ans après, on a livré plus d'une cinquantaine de projets de restaurants, dont 15 avec ce même client. Ouais, c'est ça aussi toute la force de travailler avec des professionnels. C'est parce qu'eux, ils ont une volonté aussi d'investissement, de faire grossir leur entreprise à eux. Et donc, une fois que ça se passe bien avec eux, en fait, automatiquement, ils pensent à toi, en fait. Oui, et puis Oui, exactement. Une fois qu'ils ont trouvé un bon partenaire, mais bon, c'est... Tu vois, je te disais tout à l'heure que, indépendamment de mes enfants, mes fiertés professionnelles sont... le fait d'avoir réussi à faire un bout de chemin, d'être en train de faire un bout de chemin sans un réseau de base. Ensuite, c'est bien évidemment la confiance renouvelée par un client historique, un des clients historiques, puisqu'il y a plusieurs restaurateurs qui font appel à nous et des particuliers qui continuent à faire appel à nous pour leur résidence principale, une résidence secondaire, un plateau de bureau, qui sont en fait des fidèles. Donc ça, c'est une vraie... Notre métier est tellement compliqué. Puis là, je parle finalement architecture intérieure, moins le volet archi, c'est d'autres problématiques, mais on est vraiment dans l'intimité où il y a beaucoup de stress émotionnel pour le particulier, financier, business pour les pros. Tout est fait pour que ça pète. Tout est fait pour que tu te dises, mais je prends un architecte d'intérieur, je prends un architecte, tout devrait rouler. On fait un métier complexe. C'est pas un tableau Excel, notre métier. Il y a de l'humain, il y a de la technique, il y a... Donc, en fait, quand on te renouvelle une confiance, c'est une grande source de fierté pour moi. Et puis, la dernière source de fierté, donc c'est vraiment pas de réseau, la confiance renouvelée. Et puis après, c'est mon équipe. C'est vraiment les gens qui travaillent autour de moi aujourd'hui, qui sont tous extrêmement dévoués et doués dans ce qu'ils font. Et je me dis... c'est pour moi qu'ils font tout ça. Tu vois, il y a un côté un peu... Non, c'est vrai. Pour moi, c'est pour eux, c'est pour une agence qu'on construit. Mais tu vois, tu te dis, tu as bien conscience un peu de ta place de leader dans l'agence, au sens d'emmener quelque chose. Et la confiance, l'engagement, ça me rend hyper fier d'avoir des gens compétents, investis, qui ont l'air aussi de se faire plaisir dans ce qu'ils font. Voilà. Et justement, parce que du coup, vous avez fait beaucoup de restaurants, l'approche avec les restaurateurs, du coup, vraiment l'approche B2B, encore une fois, où là, tu gères, tu as vraiment un client professionnel face à toi, donc tu l'as très bien dit, là, l'enjeu, il n'est pas émotionnel, il est complètement financier. Comment ça se passe comment faut les approcher, ces clients-là comment faut leur parler tu vois En fait, il faut, selon moi, il faut être honnête. Ok. Il ne faut pas faire de chèque en blanc. Il faut pas, si on ne sait pas, il faut le dire. Mais évidemment, avoir une solution en étant capable de dire, je te dis n'importe quoi, tu vas me demander de te faire, j'en sais rien, moi, un banc d'envoi spécialisé dans les sushis, je ne l'ai jamais fait. Faut le dire en fait. Je l'ai jamais fait, mais... Et donc en fait, tu prends leur logique entrepreneuriale. Parce que j'avais lu une fois dans Forbes, la définition de l'entrepreneur, c'est sauter dans le vide et construire le parachute en tombant. J'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai. C'est vrai. Et donc ça veut dire qu'un restaurateur qui est un entrepreneur,
il est habité par ça. Mm. Donc déjà, s'il commence à comprendre que vous parlez le même langage, que tu as bien conscience qu'un euro est un euro, que tu as bien conscience que tant que le restaurant n'est pas ouvert, le robinet reste ouvert, les dépenses sont ouvertes, ils ont un loyer, ils ont un bail, ils ont du staff, ils ont... Si tu te montres finalement architecte ou architecte d'intérieur, entrepreneur, bah, tu vas parler à un entrepreneur. Évidemment, il attend de toi que tu sois un créatif, il sait pourquoi il vient te chercher. Mais la plupart des gens attendent aussi un professionnel. Les idées, encore une fois de plus, si tu fais un métier que t'aimes, si tu as été bien formé, puis les clients sont une vraie source d'inspiration aussi. En général, ils ont un brief, ils ont une idée de quelque chose. Donc, c'est super de boire leurs paroles et de comprendre ce qu'il va falloir faire. Donc, c'est pas tant se montrer le plus créatif de la place lors des premiers échanges ou lors de l'approche. À chaque fois, et plus ça va, plus ça se vérifie qu'on gagne des affaires face à des... On est mis en concurrence. Souvent, il ressort tu nous as semblé être le plus pro. Donc, alors ça veut dire c'est ma façon de faire. Il y en a d'autres qui vont... Tu vois, c'est pour ça que je te dis bien selon moi. Mais il n'empêche qu'il faut savoir parler. Tu vois, il faut être, à mon sens, un peu caméléon dans ce métier. Et c'est pour ça qu'il faut savoir observer. Et que je te disais tout à l'heure, la première compétence, c'est le sens de l'observation. C'est l'observation des choses, des détails, des espaces, mais surtout des gens. À qui tu parles, qu'est-ce qu'il va vouloir faire, qu'est-ce qu'il ne me dit pas. Quand il y a des associés, quel est exactement le rôle de l'un ou de l'autre. Les ententes entre eux aussi. Bien sûr. Dans un couple, c'est la même chose. Donc, si tu veux, si tu deviens ton client, ben forcément, tu vas quand même le rassurer. Tu vas comprendre ses codes, et surtout avec un professionnel qui sait prendre des risques par définition. Donc, si tu lui dis que tu l'as jamais fait, ça va pas être c'est pas quelque chose qui va l'arrêter. Par contre, si tu lui dis je vais mettre en place telle ou telle action pour y arriver, pour faire les choses correctement et pour m'occuper de toi et que les choses se passent bien, quelque part finalement au détriment de ma rémunération parce que je vais trouver un partenaire ou parce que je vais prendre un bureau d'études spécialisé pour une cuisine ou parce que mais j'en fais mon affaire, je vais m'en occuper, on va y arriver. Bon, bah, tu vois, souvent je dis à mes clients, restaurateurs en tout cas, et hôteliers, professionnels, je leur dis souvent, moi je vais agir avec vous en quasi-associé. J'en fais quelque part trop. J'ai mal au bide avec vous. Je le vis, votre investissement. Ça me pèse. Ça me pèse vraiment. Je sens vraiment que j'ai une vraie responsabilité. Donc, je pense que ça se voit. Et donc, ça donne confiance. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question sur comment les approcher. C'est parler le même langage et surtout être honnête, en fait. C'est certain. Tu leur feras pas peur, en fait, en étant honnête. Pas du tout. J'ai jamais fait, mais j'ai envie. C'est le sens de leur vie. Un entrepreneur, par définition, il a jamais fait ce qu'il va faire, il a juste envie de le faire. Et puis, si tu vois, pour parler poliment, qu'il n'est pas trop con, bah, tu te dis, il va y arriver, il a l'air malin. Et puis après, il suffit de parler un petit peu de références qui sentent évidemment que tu as une sensibilité, que l'espace, tu comprends, les matériaux te parlent et que tu vas avoir envie de faire des choses. Et voilà. Mais surtout, finalement, rencontrer des gens, quoi. Faire savoir ce qu'on aimerait faire, vraiment se convaincre de ce qu'on aimerait faire, la typologie de projet qu'on aimerait atteindre, la typologie de clients avec lesquels on aimerait échanger. Et puis en fait, ça devient tellement que tu, sans t'en rendre compte, tu agis et tu vas vers ça en fait. Et du coup, à contrario, donc, quand tu as des clients professionnels, faut parler le même langage, être honnête avec eux parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent, parce qu'ils sont passés par là, la prise de risque et l'entrepreneuriat. Et du coup, avec des clients particuliers, là, il faut plus rassurer. Du coup, faut plus être dans une approche de rassurer. Là, tu peux leur faire peur en leur disant que tu sais pas faire. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Là, il faut être le bon père de famille ou la bonne mère de famille. Mais il faut être... encore une fois, il faut pas mentir, mais comme avec des enfants, faut être juste, quoi. Donc ça veut dire que le professionnel, c'est toi,
Le sachant, c'est toi. Le chantier, en tout cas en chantier. Le chantier, c'est le tien. C'est toi qui pilotes l'avion. Si quelque chose ne va pas ou n'est pas compris ou se passe mal, on va pas taper toutes les 30 secondes à la porte de la cabine du pilote pour qu'il nous explique pourquoi il y a des turbulences derrière, parce que nous, ça nous stresse un peu. Non. Pilote, on se pose. Et s'il y a eu une problématique et qu'il y a eu un trou d'air et que ta valise est cassée avec un objet de valeur, eh ben tu vas demander à être remboursé et tu vas vouloir des explications et ainsi de suite. Je veux dire, mais en tout cas, pendant... Donc, il faut endosser, selon moi, et puis c'est quand même vérifié, ce rôle un peu d'autorité, qui n'est évidemment pas de l'autoritarisme, parce que c'est des projets qui sont pour les gens, chez eux. On est dans l'intimité, on est on est beaucoup dans l'émotion. On croise aussi beaucoup de sujets de psychologie au sein d'un couple, au sein d'une famille, au sein de... donc, tu rentres vraiment dans l'intimité des gens. Par moment, tu te rends compte qu'il va falloir dessiner des chambres séparées parce que c'est le mode de vie du couple. Et puis, il faut qu'ils se dévoilent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient à l'aise avec toi. Donc, si tu es une petite feuille tremblante sans expérience qui pique un phare à chaque fois qu'on va te parler de quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, tu vas pas rassurer. Si quelqu'un est capable de te dire qu'il a pour lui l'habitude de dormir à la cave parce que ses enfants dorment sur le toit, je dis n'importe quoi, et que tu es capable de comprendre qu'en fait c'est son mode de vie, je caricature énormément, hein, mais que c'est son mode de vie, mais que tu vas pas t'empêcher de donner ton avis pour essayer de comprendre son mode de vie, que tu n'es peut-être pas certain que, au vu de ce qu'il t'explique, il doit dormir au sous-sol et les enfants en toiture, parce que, tout en respectant ses envies de projet et non pas son idée de projet. Ça, c'est extrêmement important. Et du coup, ta valeur ajoutée, ta légitimité, vont naître sans que tu dises moi, tu comprends, je sais tout faire, ça va se passer comme ça. Tu vois, j'ai rencontré une cliente hier après-midi. Elle me dit, j'ai rencontré une architecte. Cliente particulière, du coup Une cliente particulière. Je ne veux pas travailler avec elle. Elle m'avait rendu une esquisse, mais je ne veux pas travailler avec elle. On m'a parlé de vous, gna gna gna, on se rencontre. Bon. Et elle me dit, elle m'a dessiné des trucs tout en courbe, là, avec une extension immense. Elle me faisait une cuisine avec des arrondis, mais moi, j'ai jamais parlé de ça, je veux pas ça, j'aime pas ça. Et elle me dit, mais si, ça va être très beau. C'est pas tout à fait ce que je cherchais à dire tout à l'heure, quand je voulais dire qu'il fallait savoir rassurer et être... il faut accompagner, encore une fois de plus, des envies de projet pour les comprendre et les traduire avec ta sensibilité, la mienne, celle d'un professionnel, parce que tu sais quand même ce que tu vas distiller, on vient de chercher quand même pour une pâte, pour un... Quand même. Et en tout cas, si on ne vient pas te chercher pour une pâte en toutes circonstances, toi, tu sais ce que tu aimes faire et ce que tu aimes moins faire. Donc, après, tu joues un peu avec tout ça. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'accompagner l'envie des clients sans nécessairement leurs idées. Parce que sinon, peut aussi s'installer dans leur esprit. Mais alors, finalement, pourquoi je passe avec un architecte ? Il a fait exactement ce que je voulais. Tout ça, c'est un peu pervers. C'est très fin. Hein. Ça se joue vraiment entre respecter ses envies sans prendre le risque qu'ils te disent, écoute, en fait, je voulais une peinture beige, mais je veux bien voir aussi ce que tu en penses. Faut vraiment être dans le conseil. Vraiment, vraiment être dans le conseil. Toujours donner son avis. Ça, je pense vraiment que c'est très important. Et c'est cette forme d'honnêteté, par exemple, vis-à-vis des professionnels. L'honnêteté va être vraiment sur le fait que tu ne saches pas faire. Et je crois vraiment qu'avec les particuliers, c'est l'honnêteté sur ce que tu penses réellement de leurs idées, de leur envie, de leurs propositions, d'expliquer pourquoi tu penses ça et pourquoi tu penses que ils te disent qu'ils veulent une pièce rouge parce qu'en fait ils aiment des couleurs chaudes et que c'est peut-être pas nécessairement le rouge et que tu sois force de proposition. Et au milieu de tout ça, tu vas peut-être placer la couleur orange qui, toi, te tient particulièrement à cœur. Mais parce que tu le penses vraiment. C'est aussi une manière de rester honnête avec les clients. On attend du conseil quand on fait appel à un architecte d'intérieur, un architecte. On attend quand même qu'ils nous disent un peu, quoi. Voilà. Je ne sais pas si la réponse que je te fais... C'est marrant, vraiment l'approche complètement différente du pro et du particulier, quoi.
Ah oui, ça n'a rien à voir. Et Bah ouais. puis, les professionnels en général, ça se passe beaucoup plus vite. Parce qu'il y a ce qui dit business, dit bail, Bah loyer, ouais, c'est ça. besoin de rentrer. Donc les particuliers, c'est pas la même, c'est Prennent pas non plus plus de la même temps temporalité. Ouais, tout à fait. dans Ouais. leur prise de décision. Ils sont Ouais. peut-être moins efficients, moins efficaces. Oui, oui, oui. Et Ouais. puis c'est pas les mêmes enjeux. Mm. Moi, j'aime bien cette petite tension des impératifs professionnels. Mm. J'aime bien même toutes les entreprises qui travaillent dans dans ces secteurs, qui font de l'hôtellerie, de la restauration, il y a il y a un petit rush permanent. Tu vois, on est Mm. toujours un peu sur le feu. Il faut toujours être un peu d'ailleurs propre, un peu comme au figuré finalement vu la destination des lieux. Mais il y a un, il y a un truc ouais, il y a une tension, Mm. mais saine. Ouais. Un peu comme une équipe qui se prépare à une épreuve sportive, tu vois. Il y a un événement qui va arriver dans quelques mois et toute cette phase de préparation, il y a un peu ça dans le monde du CHR, du B2B. C'est un peu... moi, j'aime bien. Mm. Et dans l'agence aujourd'hui, donc vous êtes 12, Ouais. donc belle agence quand même. Comment tu as fait pour à la fois développer ton agence, donc vraiment être dans ce truc de croissance et d'arriver jusqu'à une équipe de 12 personnes, mais en même temps assurer une bonne stabilité? Parce que je trouve, c'est pas toujours évident quand tu es dans une optique de grandir. Forcément, on est tous pareils. Enfin, les entrepreneurs, en général, ils ont envie de grandir. Mais parfois, on met en avant la croissance au détriment des fondations qui sont stables, sans mauvaise comparaison avec le métier d'architecte, tu vois. Ouais, ouais. Mais je trouve, en tout cas, moi, c'est le constat que j'ai fait en travaillant en start-up, c'est que souvent, tu es focalisé sur je veux gagner tant, chiffre d'affaires, bénéfices, parce qu'évidemment, les deux, c'est pas du tout la même chose. Il faut que je grandisse, il me faut de plus en plus de clients, mais derrière, en fait, c'est un château de cartes et le truc, il s'effondre parce que les fondations sont pas bonnes. Oui. Quelle a été ton approche, justement, pour avoir des fondations qui sont bonnes? Si elles le sont, peut-être qu'elles le sont pas. Si, elles le mais sont. voilà. Pour avoir les deux, tu vois, vraiment grandir et en même temps avoir une certaine stabilité interne, quoi. C'est une bonne question. Déjà, pas du tout l'obsession de l'argent. Mm. Je pense que c'est quand même important de le dire. Si on devait facturer à la minute passée au taux horaire de n'importe quel cabinet d'avocats, tous les architectes et architectes d'intérieur seraient multimillionnaires. Ouais, c'est vrai. Je caricature encore une fois de plus, mais Ouais. globalement, il y a quand même beaucoup d'heures qui sont consacrées à tout ça. Un jour, mon frère me dit mais toi, finalement, tu travailles pour l'argent ou pour la gloire? Mais je lui dis pour la gloire. Manière vraiment très spontanée. Et je lui dis, si en fait je travaillais pour l'argent, je serais nul. Et je le pense vraiment. C'est-à-dire, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, premier bouclard, on voudrait monter un café, par contre, on n'a pas de rond. Tu me dis qu'on va faire un projet. Donc ça veut dire que, alors la gloire, travailler pour la gloire, mais quand même, en fait, on fait ces métiers, que ça soit d'architecture intérieure, du design, du paysage, de l'architecture. On fait tous un peu ça parce qu'on a envie de laisser une petite trace, parce qu'on a envie de voir un truc qu'on a pensé se réaliser, parce qu'on a envie de voir un lieu dessiné qui fonctionne bien, parce qu'on a envie de voir une salle de restaurant bondée, parce que les gens trouvent que c'est super et qu'en plus de ça, le restaurateur est génial et que c'est délicieux et que tout est bien. Et puis sentir des gens emménager dans un espace bien et puis construire des choses qui aménagent un peu le paysage aussi, soit urbain, soit en campagne, soit qui fonctionnent bien. Donc, si tu cours après l'argent dans notre métier, tu te plantes. Je sais pas, tu peux avoir une belle réussite financière si tu prends cet axe, mais je suis pas certain que tu fasses les projets les plus dingues. Parce qu'en fait, il risque de te manquer cette passion. Donc, ça veut dire que c'est toujours ce souci de faire les choses avec honnêteté, donc de s'entourer de gens honnêtes, en clientèle comme en staff, donc d'avoir des fondations solides, parce que tu es quelqu'un de fiable, tes clients parlent de toi comme quelqu'un de fiable, tes équipes
te vois les manches retroussées en permanence et pas à compter tes euros dans ton bureau parce que ce qui t'intéresse, c'est de changer ta Porsche, tu vois. Et en fait, ça, je crois que c'est un peu la clé de base solide et d'une croissance durable. C'est qu'en fait, puisqu'on te fait confiance, on te confie des projets. Puisqu'on te confie des projets, tu prends un peu d'envergure, tu as de plus en plus de visibilité. Puisque tu as de plus en plus de visibilité, voilà. Et moi, j'ai toujours mis une bonne partie des moyens de l'agence dans notre communication, dans notre développement. Finalement, avoir quelque chose de sain, des fondations saines qui te permettent de dégager du bénéfice, qui te permettent d'embaucher des gens compétents au détriment de ta propre rémunération, mais au bénéfice de la carrière de l'agence, du parcours de l'agence et de ton propre parcours dans cette agence. Moi, je suis fier de voir aujourd'hui que les gens au sein de l'agence sont plutôt mieux payés qu'ailleurs. Je le sais, ils le savent, ils en parlent entre eux, entre gens qui évoluent dans le même milieu. Ça se sait vite, de toute façon. Ça se sait, voilà. Donc, je pourrais finalement globalement payer tout le monde au moins 20% moins cher. C'est d'autant plus d'argent que je vais mettre en poche. Tu vois, donc, l'objectif, pour avoir, je pense encore une fois de plus, une croissance saine, c'est que ça soit porté par des envies de projet et non pas uniquement par des envies de bénéfices, parce qu'on a un métier qui est, qu'on le veuille ou non, qui est un métier passion. Et si tu le fais pas avec passion, je pense que tu le fais pas très bien. En tout cas, il y a toujours quelqu'un de plus passionné à côté de toi qui le fera mieux, qui va prendre ce risque, qui va essayer de s'engager dans un nouveau marché au détriment de son confort, qui va embaucher une personne compétente, non pas junior, mais senior dans son domaine, qui va apporter de la valeur ajoutée, qui va ruisseler sur les compétences du reste de l'équipe. Voilà, en fait, j'aime bien cette phrase qui consiste à dire les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, mais tu vois, c'est un peu ça. C'est-à-dire, tes fondations, il faut que, évidemment, il y ait un beefsteak dans l'assiette pour tout le monde et que l'entreprise soit pas non plus un puits qu'on creuse et qui prend l'eau. Mais mon obsession n'est pas la rentabilité de mon entreprise. Mon obsession est évidemment de nourrir toutes les bouches qui travaillent avec moi. Ça, c'est une vraie... oui, c'est la réalité aussi. C'est la réalité, en incluant les membres de ma famille et moi-même. Mais après, on est aussi dans un mode en ce moment, où effectivement, on entend beaucoup on est très business, quoi. Le monde est très business. Et je peux te dire qu'avoir un regard plus proche de l'artisanat, plus proche de la passion, plus proche de l'humilité, tu rencontres des gens qui partagent ça, qui sont en général des vrais bosseurs, qui du coup développent des projets de dingue, parlent pas spécialement d'eux, mais par contre avancent sur des projets concrets, prestigieux, sans courir après une gloire ou effectivement une grande rentabilité financière, mais travailler avec passion, et donc en fait on se reconnaît entre clients, entre prestataires, entre architectes d'intérieur, membres d'une équipe, on se reconnaît entre encore une fois de plus des gens sains. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est un peu bête de dire des gens sains, mais et des gens honnêtes. On n'a pas non plus une couronne sur la tête, on a tous nos petits vices, je veux dire, faut être... Mais je crois quand même que pour répondre à ta question, il faut évidemment avoir de l'ambition pour faire de plus beaux projets et pour développer son entreprise. Bien évidemment, j'ai des projets entrepreneuriaux en parallèle de cette activité d'architecte. On a des projets de fusion. On veut éventuellement faire agrandir la vie entrepreneuriale du cabinet d'architecture. Mais pour servir des projets d'architecture qui nous feront encore plus rêver, d'architecture intérieure,
pas uniquement à des fins financières, quoi. Pas uniquement à des fins de rentabilité, toujours à des fins de projet, de moments de vie, d'histoire de projet, de rencontres, de nouveaux sujets. Voilà, là aussi, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, parce qu'il y a... Alors après, de manière purement pratique, il faut bien s'entourer. C'est aussi une façon de répondre à ta question, c'est que on ne peut pas être bon en tout. Et c'est vraiment important d'avoir de bons conseils autour de soi, un bon comptable, évidemment un bon banquier avec lequel tu vas avoir des bonnes relations, qui comprendra que c'est la fête quand les caisses sont pleines et qu'il ne faut pas qu'il se dérobe quand il y a un moment de difficulté, parce que notre métier fonctionne par vagues, fonctionne par phases au sein de chaque projet. Des phases peuvent être mises en pause, reportées, repoussées. Un pan de l'économie peut être embêté. Tu vois, on travaille par exemple, nous, beaucoup avec des restaurateurs parisiens. Les Jeux Olympiques ont été assez durs pour le restaurant parisien. Ouais. Si le Covid, ça a été dur. Le Covid, si tu n'es... Ça aussi, c'est un conseil que je peux donner, c'est se diversifier absolument. Ne pas travailler un seul secteur d'activité que pourtant tu connais bien, qui est rémunérateur, dans lequel tu es reconnu, où tu commences, enfin, en tout cas, tu as un petit réseau, tout va bien. Si tu te reposes, mais de toute façon, c'est dans tous les domaines, sur tes lauriers, le jour où il y a un pépin là-dessus et que tu t'es pas confronté à un peu de difficulté ou à un peu de prospection, c'est plus à risque, quoi. C'est plus risqué. Alors nous, on joue cette double carte d'architecture intérieure. On travaille dans le cabinet normand et dans le cabinet parisien, et puis on bouge en région. On est en train de nouer des liens aussi avec Londres pour parler, aussi travailler un peu avec les anglo-saxons. Mais tout ça, c'est des investissements dont finalement, j'ai pas besoin. Je pourrais dire, si tu veux, tout va bien, on a une belle agence, c'est à la fois pour aller chercher des projets pour continuer à se développer et à avoir des projets qui nous font rêver, et aussi en bon entrepreneur qui consiste à toujours anticiper un danger, une pause sur une typologie de marché, une niche qui viendrait à s'écrouler. Il faut rester... Mais ce qui est intéressant avec notre métier, c'est que ça va de pair avec notre formation. Ce qui est sympa, c'est des nouveaux sujets. Donc si tu es un peu curieux, tu vas aller chercher des nouveaux domaines. Mais voilà, rester ouvert et bien à des secteurs d'activité, et bien s'entourer. De toute façon, c'est un cercle très, très vertueux, parce que c'est vrai que c'est un métier passion, comme tu dis. De toute façon, je pense que si tu n'es pas passionné, il ne faut pas aller dedans, parce que c'est tellement chronophage que tu vas difficilement survivre. Mais en même temps, il y a quand même aussi cette réalité entrepreneuriale où tu gères quand même un business et tu gères une entreprise, et qu'en fait, c'est en structurant bien cette entreprise et en la gérant bien que tu vas pouvoir avoir, comme tu disais, exactement ça, ces beaux projets, grandir, etc. Et c'est vrai que souvent, je trouve que c'est rare de rencontrer des architectes d'intérieur ou architectes qui sont entrepreneurs. Souvent, c'est des artistes, mais moins des entrepreneurs. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, une agence d'architecture d'intérieur ou d'architecture, ça reste une entreprise. C'est une entreprise. Et que voilà, comme tu disais, pour t'épanouir en fait dans ton métier, il faut te structurer, et il faut quand même avoir ce truc d'investissement. C'est sûr. Et ce truc de retour sur investissement aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'archis. Moi, quand j'échange, ils sont très ils veulent pas payer, tu vois, ils veulent pas investir dans tel logiciel, ils veulent pas faire ci, faire ça. Mais en fait, des fois, je leur dis, mais ça serait tellement bénéfique pour ton agence. En fait, à ne pas vouloir dépenser, tu freines ton potentiel développement, parce que tu n'auras jamais de retour sur investissement, en fait, vu que tu n'investis pas, par définition, en fait. Et c'est ça qui est terrible, quoi. Donc, mais c'est vrai que, comme tu disais, c'est un cercle qui est très vertueux. En fait, je trouve que tu n'as pas l'un sans l'autre. Tu n'as pas la passion sans l'entrepreneuriat, et forcément, tu n'as pas d'entrepreneuriat sans la passion. C'est évident, et tu es toujours... Voilà, quand tu investis, tu es en mouvement, on te voit, tu essaies des choses, tu essaies des logiciels, comme tu le disais, tu essaies des axes de communication qui sont différents, tu recrutes quelqu'un, tu vas te déplacer, tu vas voyager, donc tu vas te mettre en ordre. Il faut bien sortir un billet de train pour aller dans le sud. On a travaillé à Marseille il y a quelques années. Il faut y aller, il faut trouver les ressources, il faut trouver des partenaires locaux, mais on te voit, ce qui fait qu'entre deux discussions autour d'un café avec tel ou tel client,
Bah, tiens, j'étais sur le bassin d'Arcachon la semaine dernière. Tiens, j'étais à Rennes. Ah, mais tu bosses à Rennes. Hop. Si tu restes, bah, oui, alors bah, tu vas évidemment parler de ton activité, parce que notre activité en général, elle intéresse les gens, donc d'où l'intérêt d'en parler. Mais c'est aussi ça, effectivement, avoir une approche entrepreneuriale, bien sûr. C'est montrer, faire vivre son entreprise, d'autant plus qu'on a quand même un métier d'image. Si on ne montre pas ce qu'on fait, les gens vont pas le deviner. Mais il faut quand même aussi garder les pieds sur terre, pas dépenser n'importe comment, parce qu'effectivement, tu as une entreprise, elle doit rester rentable, et ainsi de suite. Oui. C'est ça. Et justement, en effet, tu parlais d'autres activités parce que tu as l'agence en tant que telle, mais tu développes plein d'autres choses à côté. Et justement, une des solutions, c'est SAS Assistant. Donc, ça me fait sourire parce que justement, on est partenaire pour Secret d'Archi. Et je trouve quand vous m'en avez parlé avec ta femme Élise, c'est un outil qui a énormément de sens. Et comment ça t'est venu justement l'idée de le développer parce que tu avais certainement un besoin. Exactement. En fait, tu vois, toujours dans ce besoin aussi de servir le client, d'accompagner le client, tout en soignant notre cadre professionnel, notre confort de travail, la qualité de notre travail, donc, qui est toujours ce cercle vertueux. Ce qui est confortable pour le client va être gratifiant pour moi, donc on va parler de nous en bien et ainsi de suite. Il y a quelques années, je me réveille un matin en me disant c'est pas possible qu'on perde autant de temps à renvoyer des documents à nos clients. Ça n'est pas possible qu'ils n'aient pas accès à notre organisation. Je me disais, c'est ça vraiment le postulat de départ, c'était de dire, mais nous, on est organisé en agence. Le serveur, il est nickel, il est carré. Les dossiers, les sous-dossiers, les dates à laquelle les choses ont été envoyées, les dessins, quand ils doivent être rendus le 20, ils sont rendus le 20, ils sont envoyés le 20. Et les clients n'ont pas accès à cette organisation, ils ne le voient pas. C'est un fourre-tout de mails. Et moi, je me mettais à la place de n'importe quel client, pro comme particulier, cette espèce de fourre-tout numérique. Tu es dans tes mails, tu reçois des mails de ton conjoint, de ta femme, qui te parlent de... Tu as le colis qui va être livré, et puis au milieu de ça, tu as l'archi qui t'envoie sa propre facture, et puis qui te rappelle qu'il faut que tu signes le contrat du plombier, et puis qui te dit, est-ce que tu as regardé les plans, il faut signer le permis de construire. Et donc, ça se termine par à 23h ou les week-ends, quand quand ils ont le temps. C'est ça. Quand ils ont le temps, ce que je comprends bien. Est-ce que tu pourrais me renvoyer ? Moi, je me dis, c'est pas possible. Faut arrêter ça. Et il fallait aussi arrêter, selon moi en tout cas, le côté beaucoup trop intrusif du téléphone portable, des notifications WhatsApp et des SMS. Et... En fait, pour parler poliment, on fait pas ça avec son chirurgien. Je voyais pas pourquoi en fait on faisait ça avec des architectes. Oui, métier en plus où pour le coup tu sauves pas des vies quand tu es architecte. Donc, exactement. Il y a moins de sens d'être en contact avec l'architecte que le chirurgien, quoi. Complètement. Et derrière cette notion de toute façon il faut un métier passion, bah, pour parler poliment, on peut les emmerder. Ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font que de toute façon, voilà. Et comme on est tellement passionné et qu'on veut tellement bien faire et qu'on espère toujours satisfaire un client pour accéder à des projets qui vont bien se passer, pour faire et ben en fait on répond. Il y a ce truc de le client est roi aussi. Et quand tu démarres en plus, tu vas pas dire bah écoute non, désolé, je ferme le truc. Tu te dis quand même bon, c'est quand même le client, je vais répondre. Voilà. Et après donc il y a quelques années, il y a 3 ans, en grandissant, en plus j'ai eu l'équipe se structurer, on avait de plus en plus de monde autour de nous et c'était leur propre portable qui commençait à être pollué par nos clients. Et donc là, moi, il y a quelque chose qui me déplaisait aussi, c'est que ils n'avaient pas tous un téléphone professionnel. Pour bien faire, ils avaient tendance aussi à utiliser leur portable perso. Et en fait, je me suis dit, il faut qu'on mette en place un truc qui fixe des règles là quand même. Donc, j'ai développé une première version en interne de ce qui s'appelle aujourd'hui SAS Assistant, et qu'on commercialise auprès des architectes d'intérieur, paysagistes et maîtres d'œuvre. Donc, un compte client. En fait, je me suis dit, mais on est vraiment bizarre, les architectes d'intérieur, les assureurs le font, les banquiers le font, les avocats le font, les notaires le font, les gros syndics de copro le font. Oui, c'est vrai. Et nous, on le fait pas. Et nous, on est encore à envoyer des mails à dire, as-tu bien reçu ? Alors, les gros organismes de promotion, les gros promoteurs privés qui font des opérations d'envergure ont ce genre de système qu'ils imposent par moment à des architectes.
mais c'est évidemment leur système pour eux, dans leur sens, qu'ils imposent à l'architecte. Et donc, on n'est pas tous sur toute la communauté, je pense la petite centaine de milliers de personnes qui évoluent dans le monde de la maîtrise d'œuvre en France, on n'est pas tous confrontés à des grands promoteurs Non, immobiliers pour construire des immeubles de plusieurs millions d'euros. Donc, on a développé ce système qui a très bien fonctionné. Donc, avec un peu les moyens du bord, un petit développeur indépendant. Ouais, t'as fait ton petit truc en interne pour toi, en fait. Exactement, Ouais. pour moi. Et puis, on a testé ça pendant 18 mois auprès d'une cinquantaine de clients. C'était top. C'est-à-dire que les clients organisés ont adoré. Les clients moins organisés ont continué à l'être. Mais nous, on pouvait justifier des moyens qu'on avait mis en place pour qu'ils s'organisent. En fait, tout est sur ton compte. Puis tu les as éduqués aussi, du coup. Exactement. Ouais. Maintenant, c'est dans nos contrats. La manière, en fait, de collaborer passe par cette plateforme. D'accord. Évidemment, le mail et le téléphone restent possibles. Mais en fait, j'ai mis au service de la réussite du projet, de ton organisation, que j'imagine être complexe, parce qu'on fait un métier qui prend du temps, qui est complexe, encore une fois. Donc, je comprends bien que n'importe quelle personne qui est confrontée à des phases avant-projet, des esquisses, Ils comprennent pas trop, quoi. Les travaux supplémentaires, Attends, de quoi tu me parles, en fait? Donc, je comprends très bien tout ça. Donc, l'idée, c'était vraiment de dire, on va leur offrir l'assistant numérique dont ils ont besoin, qui est un vrai métier. Un assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est un vrai métier. Donc, on va essayer de faire à travers ce compte un assistant numérique. Et donc, aujourd'hui, évidemment, fort de cette première version, on a décidé de s'associer à 3 pour monter cette deuxième version, développée avec une belle boîte de développement parisienne, une belle enseigne, une belle agence qui nous a aidé dans l'identité de la marque. Et donc, on le propose aux architectes d'intérieur. Et évidemment, on se sert de cette première version qui a été finalement un super test pour que le lancement de SaaS Assistant soit en fait déjà une deuxième version d'un produit qu'on connaît déjà très bien et qu'on a vraiment amélioré, avec des fonctionnalités qui sont des vraies fonctionnalités métiers qui ne sont pas des grands CRM généralistes avec des options qui n'ont finalement peu d'importance pour notre métier. Vraiment, les fonctions dont on a besoin, la possibilité de notifier des choses aux clients comme étant à lire, de notifier des choses qui sont à régler, à signer, puisqu'on travaille avec YouSign qui certifie nos signatures électroniques en ligne, la possibilité de gérer, d'avoir un visuel sur les ressources d'une agence, ce qui est aussi très important pour reprendre le volet du monde entrepreneurial. Quelles sont mes factures en attente? Quel est mon chiffre d'affaires prévisionnel prévu? Une fois que tu as une équipe, tu peux gérer aussi avec cette plateforme les accès ou non à certaines parties de ton agence et de ton serveur, enfin en tout cas de la plateforme, aux membres de ton équipe. Et puis surtout aussi, on peut capter les SMS et les WhatsApp de nos clients qui arrivent sur cette plateforme et non plus dans ton téléphone, parce que tu as beau t'organiser en disant finalement le vendredi je coupe mon téléphone. Tu n'y arrives pas. Hein. Puis le problème du WhatsApp, c'est que tu vas parler avec ton conjoint, tu vas parler avec ta sœur, tu vas bien voir que le client t'a parlé. Là, tu ne le vois plus, c'est dans la plateforme. Tu reçois un mail, donc c'est pas la même notification, c'est pas la même intrusion, un mail reçu qu'un SMS ou un WhatsApp qui sonne. Donc tu reçois un mail qui te dit que dans la plateforme, tu as un SMS ou un WhatsApp du client. Et quand tu es sur la plateforme, tu décides de lui répondre sur son WhatsApp ou sur son SMS. Lui, c'est transparent. Tu peux voir qui finalement voit la conversation, participe à la conversation. Et ça, c'est une des fonctionnalités proposées par la plateforme. Mais ça fonctionne très bien. On a lancé le produit fin octobre en participant à Architect at Work, en étant partenaire de l'Écart d'Argent. Il y a des beaux partenaires qui nous ont fait confiance. Tu nous as fait aussi confiance pour parler de ça. Moi, j'ai été vraiment convaincue par l'association et ça m'a énormément fait écho parce que du coup, je parle beaucoup avec des architectes d'intérieur, architectes aussi,
Et ce truc de message intrusif, mais ça revient mais constamment. Ah oui. Et tu as des archis qui sont parfois au bord du burn-out, mais Ouais. au bord du burn-out par contre. Pardon, parce qu'en fait, c'est ça, c'est le téléphone. Et Ouais. puis même, t'as beau te dire, je regarde pas, en fait, on est humain. Bien Et sûr. on regarde forcément la notification. Et je trouve ce côté équipe aussi, c'est hyper important, parce que typiquement, la semaine dernière, j'ai mangé avec une agence d'archi. Et les filles, elles me disent... oui, l'alternante, là, elle nous demande un téléphone pro parce que, en fait, elle gère tout avec son téléphone et qu'elle est contactée par les clients sur son perso. Et que du coup, évidemment, c'est pénible pour tout le monde. Et du coup, sauf que elles sont embêtées parce que donner un téléphone pro, ça implique d'acheter un téléphone, mine C'est de un rien, coût, de prendre un exactement. forfait. Exactement. En plus, on prend des smartphones qui ont un certain coût, on n'est Tout à fait. pas bête. Et donc voilà, et c'est vrai que je trouve que ça fait énormément écho. Ça permet de répondre à beaucoup de problématiques de notre métier, Bien où sûr. la barrière pro-perso, elle est souvent trop mince. Complètement. Et Donc, puis, si tu veux, on a pensé aussi cette plateforme par moment. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des particuliers, mais aussi des professionnels. C'est-à-dire que nous, dans la plateforme, quand on crée un client, ce client, on peut lui créer des collaborateurs. Le nombre de fois, encore une fois, il y a quelques années, où j'avais un coup de fil du comptable, du restaurateur, quasiment 1 an après la livraison du chantier, au moment du bilan, me disant... Tu connais Patrick ou tu connais Nicolas, est-ce que tu pourrais me renvoyer toutes les factures ? Mais c'est un temps de dingue, ça. Bah ouais. Et bien là, tu donnes accès au comptable de ton client. Il a un profil de collaborateur du client. Il peut rentrer sur la plateforme. Il a accès aux documents. Il peut les télécharger. Tu peux même lui donner le droit ou non de signer des documents pour le client, si c'est un assistant, une assistante, un associé. Et pareil chez les particuliers. Ça veut dire que tu as un client aujourd'hui qui va te demander de lui rénover un bel appartement. Peut-être que son collaborateur, ça va être finalement son conjoint, son épouse, son mari. Ils vont vouloir travailler en binôme, mais tu en as un quand même qui porte un peu plus les échanges et le projet. Mais les deux ont accès aux mêmes informations. Et puis ce même projet va toujours faire appel à toi parce qu'en fait, il veut que tu lui refasses un plateau de bureau. Et son collaborateur, ça va être son associé. Donc, son conjoint ne verra pas nécessairement, parce qu'il n'en aura pas accès, le projet de bureau, et le collaborateur, l'associé, ne verra pas le projet de rénovation de l'appartement. Et tout ça, c'est du temps. On a fait un calcul en bossant avec d'autres agences, en faisant une petite enquête. 15% du temps d'un chef de projet sur 1 an d'activité est consacré au renvoi des documents. Sachant que 15%, c'est le temps que tu consacres aussi à la partie conception. Donc, c'est voir le temps que ça prend, quoi. C'est énorme. Ouais. Et je peux te dire qu'on le voit à ceux à qui on le vend, mais on le voit aussi en interne chez Dodd. Il y a aussi une satisfaction pour les membres de l'équipe à ce que quand tu as fini ton dossier, que les choses sont bien faites, qu'elles sont rangées dans le serveur, que le dossier a été rendu à l'heure, quand il est déposé sur le compte du client, bien rangé, une belle boîte d'archives numériques où tu te dis, c'est comme si j'étais allé chez le client, j'ai ouvert son placard, je lui ai préparé toutes les boîtes, j'ai rangé dedans, j'ai refermé. Et s'il veut aller le voir à 2h du matin, parce qu'il n'y a qu'à 2h du matin qu'il arrive à parler avec son épouse ou à son associé ou les week-ends, eh ben, il ouvrira la boîte, il aura accès aux documents. Et puis s'il veut me poser des questions, eh ben, il y a un chat. Il y a un mail aussi s'il le souhaite. Mais disons que s'il veut me faire un SMS compulsif ou un WhatsApp compulsif, il pourra m'envoyer un WhatsApp. Ça arrivera dans la plateforme. Je le verrai lundi matin. Ouais. Et c'est pas... on n'a pas eu l'impression d'inventer un truc complètement dingue. On a juste essayé de répondre à des besoins, des vrais besoins. Qui étaient les vôtres, quoi. Qui étaient les nôtres et qui sont, on se rend compte, des besoins de beaucoup de confrères. Ouais, non, Voilà. complètement. Ouais. En tout cas, merci. Merci à toi. Si j'avais une dernière question, ça serait quoi le gros conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, donc les architectes d'intérieur qui nous écoutent En activité ou qui rêvent d'être architecte d'intérieur ou les architecte. deux, parce qu'on a les deux qui nous écoutent. Il y en a qui ont leur activité depuis longtemps, d'autres moins longtemps, d'autres qui s'y intéressent. Alors, ceux qui ont envie de le devenir, qui seraient des étudiants, il y a un architecte, il y a quelques années,
quand j'étais au lycée, que je commençais un peu à me renseigner, où je voulais faire de l'architecture intérieure, qui m'avait dit, mais l'important est que tu fasses ce que tu aimes. Si tu fais ce que tu aimes, tu seras bon. Si tu es bon, tu auras du travail. Donc, il faut vraiment... tout ça pour dire qu'il faut se concentrer sur ce qu'on aime faire, sans l'obsession finalement d'une réussite ou pas. Si tu fais ce que t'aimes, t'es bon, et si t'es bon, ça a tendance à venir un peu à toi. L'autre conseil que j'aurais donné à donner finalement au stade juste après, c'est celui qui vient un peu de s'installer. C'est que il faut faire savoir que tu es architecte ou architecte d'intérieur. Il faut évidemment le dire pour qu'on puisse parler de toi. Et le conseil que j'aurais à donner à quelqu'un qui serait déjà en place, c'est quelque part de toujours... Mais j'ai de conseils à donner à personne, à des confrères qui sont installés, mais vraiment pas en plus, parce qu'on fait vraiment un métier difficile, complexe en tout cas, mais c'est de tout remettre en question en permanence. C'est vraiment... on se rend vraiment compte à quel point le monde bouge vite. On aurait pu aussi parler d'IA, de technologie. Enfin, je veux dire, il faut vraiment... Ce qui était vrai hier le sera sans doute pas demain. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder les yeux bien ouverts et pas s'interdire d'aller chercher des marchés auxquels on n'aurait jamais pensé, pas s'interdire de flirter avec des métiers un peu satellites d'une autre pour assurer des compétences un peu divers. Voilà, mais c'est surtout pour tout le monde finalement de faire ce métier avec passion, parce que les clients voient qu'on est passionné, et c'est quand même ce qui les rassure, ce qui les fait rêver aussi par moments. On a la chance de faire un métier qui est passionnant. Peu de gens font un métier passionnant, et donc il faut aussi porter cette passion et ce rêve pour emmener des futurs clients dans son rêve, quoi. Voilà. Bah merci en tout cas pour tous ces conseils. Pour le coup, du coup, tu en as donné plusieurs. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Julie.